Allez, chose promise, chose due, un peu de réflexologie, de tranquillotologie, pourquoi pas, dans une France toute particulière, la France de Jupiter. Et franchement, c'est saoulant, quoi. Oui, c'est saoulant. Vraiment, ça devient pénible. Ça devient pénible. Je mets aux voix l'amendement numéro 337 rectifié. Écoutez, on a déjà eu une suspension de séance. La nuit précédente, on a déjà eu aussi des suspensions de séance. La phase d'apprentissage, ça va bien. La deuxième chose que je voulais vous dire, mais calmez-vous, monsieur Ruffin, vous êtes énervé, calmez-vous, ça va bien se passer. Eh bien tout ça, mesdames et messieurs, grâce à votre argent, appartient presque au passé. Maintenant, ça va être ça. Et oui, ce n'est pas une blague. Cet après-midi, même en fin d'après-midi, aura lieu une grande séance de médication avec un coach à l'initiative de deux députés, dont Delphine Batho. L'idée, c'est d'arrêter le stress pour les députés et les collaborateurs. Programme, je vous le cite, les découvertes des neurosciences ou l'impact positif de la méditation sur la santé et l'éducation. Nos petits députés vont si mal que ça, ils ont besoin de se décontracter. Alors, il y aura 30 parlementaires qui vont participer à cette conférence. Un gros succès. Voilà, sur gros 577. Bon, ils sont un peu stressés, hein, on l'a vu dans l'image. Vous savez d'où ça vient ? Les jeunes qui sont en marche d'ailleurs. La surcharge de travail a l'air difficile. En fait, ça vient d'une conférence qui a été donnée il y a quelques jours à Londres sur Mindfulness in Politics. Donc même les Anglais s'intéressent à ça. Donc c'est vrai que la méditation aide beaucoup. Bon, la vraie question, c'est comment les Français vont le prendre, quoi. Enfin, est-ce qu'on va expliquer aux 9 millions de... Aux 6 millions ceux qui nous regardent, on peut leur poser la question. Ça renforce l'idée d'une classe politique complètement déconnectée finalement du quotidien des gens. Enfin, est-ce que les gens qui sont bloqués à la gare Montparnasse ou qui sont bloqués ce matin dans le RER, est-ce qu'ils ont des séances de méditation? Vous le voyez, d'ailleurs, ça s'écrit, 552 km de bouchons en Ile-de-France. Moi, je suggère les séances de méditation sur les quais. Il faut sur les quais ça à la SNCF. Moi, je suggère surtout des séances de révision du règlement intérieur de l'Assemblée, parce que les images que vous avez montrées, qui datent du début de la session, hein, c'est Mélenchon et le communiste, dont j'ai oublié le nom, qui râlent parce que la présidente de séance ne sait absolument pas comment diriger les débats. Et encore aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le fonctionnement de l'Assemblée, la technique parlementaire, et peut-être que il y a des grosses lacunes. Donc pour les députés, le collaborateur vont faire du bien. Je préconise des séances de révision du fonctionnement de l'Assemblée. Judith, vous êtes... Non, mais on va nous traiter de rétrograde si nous disons ça sur ce plateau ce matin. J'assume. Moi, ce que je pense... qu'il y ait des séances de formation et que certains députés, en dehors de leurs horaires de présence à l'Assemblée, y participent, c'est leur problème, après tout, pourquoi pas? Est-ce que ça mérite d'en faire encore une fois un acte de communication? Enfin, franchement. Je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, je trouve assez sévère. C'est assez facile d'ironiser. Je ne le prends pas plus au sérieux que vous, oui. Mais je ne trouve pas ça non plus dramatique et à mon avis pas très coûteux quand même. Ou alors vraiment, ils ont trouvé un coach hors de prix. Bon, enfin, quand même, faut pas ils ont exagérer. Le coach est célèbre. Bon, il est célèbre. Enfin bon, peut-être qu'il va le faire gratuitement d'ailleurs, il faudra se renseigner. Oui, tiens, on le non, aussi. Honnêtement, on voit bien d'ailleurs qu'à l'inverse, il y a quand même un engouement pour, non pas la méditation, mais pour le yoga, pour toute une série d'activités de cette nature. Et moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se disent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'effectivement, ça existe vraiment, et il y a de plus en plus. À la condition qu'évidemment, ça ne bascule pas dans le sectarisme, les gourous, etc. Je ne suis pas très inquiet à l'Assemblée de ce point de vue-là. Ils ont déjà trouvé leurs gourous à l'Assemblée. Ils les ont déjà. Je peux donner les noms. Donc, c'est pas ce coach qui va devenir le gourou. Donc, en revanche, ce que je crois, c'est pas les mieux placés, Robert, pour la méditation, en revanche. Voilà. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, je vois pas l'intérêt de communiquer autour de ça. Que l'Assemblée organise des activités, y compris sportives. Ce qu'ils font énormément. Vous pouvez avoir un club de tennis, vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez prendre des cours de cuisine, même si vous voulez. Mais il n'y a pas de raison de communiquer. Et puisque nous sommes quand même dans une émission sur la communication, là, effectivement, du coup, ça devient... Le fait de communiquer est une erreur de communication. Ils peuvent très bien le faire, ça les regarde, c'est pas forcément stupide. Enfin, il n'y a pas de raison d'en parler. Mais moi, je trouve ça même inquiétant, en fait. Ça donne une image assez inquiétante de la politique, où tout serait apaisé, où tout le monde serait cool, tout le monde serait sympa. C'est pas ça, la politique. C'est aussi des affrontements qui sont parfois violents. Heureusement qu'ils ne sont plus des affrontements physiquement violents. C'est précisément qu'ils soient un peu moins violents. Mais non, mais
Après tout, ça fait partie de la vie politique. Qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait des luttes d'idées, c'est ça la politique. Et vouloir croire que tout le monde est content, que tout le monde est ravi et que tout le monde est à égalité, ça fonctionne pas comme ça. Mais aussi à la place de celles et ceux qui nous regardent et les autres qui se disent, nous, dans notre job, on n'a pas franchement le temps de prendre le temps d'essayer de se... Christophe, il y a qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui effectivement commencent à se préoccuper de ça. Non, mais non seulement à se préoccuper, mais y compris d'ailleurs à l'intérieur même de l'entreprise, dans le cadre sinon des heures de travail, au moins en parallèle et en plus des heures de travail, mais les entreprises elles-mêmes s'occupent, pour certaines, les meilleures en tous les cas, du bien-être de leurs collaborateurs. Elles ne sont peut-être pas encore très nombreuses, mais ça existe. Au fond, c'est un peu identique et similaire. Sauf qu'encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de communiquer. Mais Robert, les entreprises qui font ça sont de plus en plus nombreuses. La méditation, c'est absolument formidable. Et que nos députés sachent respirer à certains moments de leur journée leur éviterait peut-être de dire certaines stupidités. La vraie difficulté, c'est qu'en faire un acte de communication au moment où ce pays a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, est-ce que c'est... voilà, est-ce que c'est une bonne idée, quoi? Non, c'est une mauvaise idée. C'est simplement ça. Je pense que de leur point de vue, c'est une marque de plus de la volonté d'Emmanuel Macron de montrer que la politique, c'est une entreprise comme une autre. Hein, ce fameux esprit manager dont on nous a rabattu les oreilles. Pour des start-up à l'Assemblée nationale. Voilà. Même s'il est député à l'origine, en tout cas pour Delphine Bateau, on ne peut pas la soupçonner d'être une macroniste fervente. On peut pas dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Dites, vous l'avez vu, on en a parlé, plus de 500 km de bouchons, les quais fermés, des grèves de RER. Donc là aussi, on ne peut pas dire qu'on soit dans une mouvance très zen en ce moment dans la région parisienne, mais pas que. Donc on va en venir au sujet qui nous préoccupe, qui vous préoccupe, le sommet One Planet Summit organisé par Emmanuel Macron. 2000 invités, ça se voit, il y a du point et surtout peut-être le fait que le président français reprend la défense de la planète à son compte, en lieu et place d'un certain Donald Trump. Hier, vous allez le voir, il y avait quand même un exercice de style sur CBS. Emmanuel Macron donne la leçon à qui? Eh bien, à Donald Trump. Écoutez. Les États-Unis ont signé cet accord de Paris. C'est extrêmement agressif de décider seul de tout simplement quitter l'accord. Je suis désolé de le dire, ça ne marche pas. Donc désolé, mais je pense que c'est une grande responsabilité face à l'histoire. Et je suis assez certain que mon ami, le président Trump, va changer d'avis dans les mois ou les années à venir. J'ai de l'espoir. Et je ne suis pas prêt à renégocier, mais je suis prêt à accueillir Donald Trump s'il décide de revenir. Donc vous le voyez, interview réalisée hier soir sur CBS. La leçon à Trump, et d'ailleurs, pour l'anecdote, Monsieur Trump n'a pas tweeté après les déclarations de notre président. Revenons fond et forme. On commence peut-être par le fond, on verra la forme avec ce sommet, le pourquoi, le comment. Enfin, moi, j'ai plutôt envie de parler de la forme. Alors parlons de la forme. Si tu me permets, parce que quand même, c'est extraordinaire. D'ailleurs, le personnage en face de Macron est complètement stupéfait. Macron dit « Je ne suis pas prêt à négocier, je suis prêt à accueillir Trump ». Enfin, il est quand même hors norme, ce personnage. Il dit ça, les yeux dans les yeux, avec un regard fixe. Moi, d'ailleurs, son regard m'étonne toujours, parce qu'il a un regard extrêmement fixe. C'est le patron, quoi. Il a une façon de s'accaparer le leadership qui est complètement incroyable. Mais quelle est l'audience ? Attends, mais qui est hors norme ? Moi, je trouve qu'il est hors norme en politique, et il est même hors norme dans le milieu de l'entreprise. Cette façon de s'accaparer le leadership et d'impulser sur la forme ses propos. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le sommet se déroule donc à Paris, à Boulogne. Interview sur CBS, là où je vous rejoins un peu. Enfin, il y a un plan de com extraordinaire. Je suis le boss. Oui, mais enfin, est-ce que ça va vraiment toucher les médias américains? Est-ce que ça va vraiment être repris? Ah oui. CBS, c'est terrain conquis. Est-ce que c'est à destination des médias américains? Je ne sais pas. CBS, en tout cas, c'est terrain conquis, puisque globalement, c'est une audience qui est plutôt favorable à l'origine aux démocrates et plutôt favorable à Macron. Donc c'est en terrain conquis. Est-ce que c'est repris très largement par les médias américains? Est-ce que c'est repris très largement dans le monde? Quand Trump dit n'importe quoi, tout le monde va le reprendre partout dans le monde. Quand Macron dit ça, est-ce que ça va vraiment être repris? Moi, j'en doute un petit peu. Donc, c'est compliqué de se mettre au même niveau que Trump. Même s'il essaye de jouer là-dessus, il essaye de jouer sur l'absence de leadership américain dans le monde pour récupérer cette place-là. C'est compliqué. On reste la France et on n'est plus une des grandes nations du monde. C'est quand même très gonflé, moi, je trouve, de s'adresser comme ça au président américain. Rien ne l'arrête. Oui, enfin, c'est très gonflé, mais c'est vrai que l'audience sera vraisemblablement limitée. C'est un exercice à destination du public franco-français. C'est moi le boss, regardez comment je lui parle, on va voir qui c'est Raoul. C'est la poignée de main, c'était la poignée de main, c'est les suites de la poignée de main. Emmanuel Macron continue dans une veine qui lui a
plutôt réussi. Il fait venir à lui les chefs de l'État, il fait la leçon à Donald Trump. À mon avis, ça ne l'empêchera pas de dormir, qu'il a quelques autres soucis et quelques autres adversaires en ce moment. Donc c'est pour nous Français. Il entretient ce personnage, mais il y a un petit danger dans ce summit, puisqu'il faut le dire en anglais maintenant. One Planet Summit. C'est un rassemblement pour récolter des fonds. Or, qu'est-ce qui a péché dans toutes les COP, quelle que soit leur numérotation, c'est que les promesses étaient là, mais pas l'argent. Là, c'est exclusivement pour l'argent. Donc, il prend le risque, ayant choisi un mode d'évaluation très simple. C'est très facile de voir quels sont les engagements à payer, même si après les engagements ne sont pas forcément tenus. L'exercice peut être assez périlleux. On va voir s'il le tient. Et vous avez quand même un président, cher Robert, qui fait son sommet. Voilà. C'est un peu ça. Il y a la volonté manifeste, évidente, depuis, en particulier le 1er juin, depuis que Trump a dit qu'il ne ratifiait pas les accords de la COP21, la volonté de Trump de prendre le leadership mondial dans le domaine climatologique et dans la lutte contre le CO2 et l'augmentation du CO2. Est-ce qu'il va le réussir? Ce qui est certain, en tous les cas, c'est que jamais la fenêtre de tir, politiquement, n'a été internationalement aussi favorable à Macron. Il y a une Theresa May et les Anglais, qui sont quand même très partie prenante, qui sont complètement out. Merkel est en grande difficulté, et Dieu sait si elle est partie prenante dans cette affaire, puisque les Allemands sont revenus au charbon. Donc elle est en grande difficulté, elle ne peut que ratifier et écouter ce que dit Macron, au moment où elle dit d'ailleurs qu'effectivement, elle rejoint Macron sur la ligne européenne qu'il a défendue à la Sorbonne il y a quelques semaines. Donc en fait, Macron, il se retrouve devant qui? Devant Trump et devant les Chinois. Et comme leader européen. Et les Russes. Et les Russes. Mais enfin, les Russes jouent le jeu. Le plus compliqué, ce sont les Chinois et les Américains. Or, les Américains, qu'est-ce qui se passe exactement? Quand vous regardez bien ce qui se passe aux États-Unis, vous avez quand même une partie des États américains, et pas n'importe lesquels, et les plus importants, notamment la Californie et d'autres, avec Schwarzenegger, mais également avec de grands leaders. Et vous avez surtout énormément d'entreprises qui ne suivent pas Trump. Ce qui pose d'ailleurs un problème interne à Trump, c'est que la Banque mondiale qui organise le sommet de Paris, qui est financée majoritairement par les Américains, en réalité, la Banque mondiale a dit « mais il faut investir massivement dans la nouvelle économie et dans l'économie verte ». Donc, même là, si vous voulez, Trump, via ce qui se passe dans son pays, est en situation de difficulté par rapport, et ça, vous pensez à Macron l'a bien compris? Alors, il y a un autre problème qui n'a plus rien à voir, mais qui est très intéressant quand même, c'est que on voit bien que maintenant Macron passe son temps à dire « mon ami Trump, mon ami Trump, mon ami Trump ». Mais la difficulté, c'est que je ne vois pas très bien où se situe l'amitié, car il est en désaccord fondamental absolument sur tout avec les Américains. Cher Robert Lamias, et on a passé, vous vous en souvenez, l'extrait hier, dans un autre domaine où vous aviez le président Macron qui tutoyait dans une conférence de presse Benyamin Netanyahou. Est-ce que justement, il n'y aurait pas un glissement de notre président vers une forme de facilité? Un des titres de papier de Libération ce matin était « Macron, l'écolo opportuniste ». Est-ce que c'est que sur le domaine écologique? C'est le vide. C'est du côté écologiste, il n'y a plus personne, c'est le néant. Il a récupéré Nicolas Hulot, qui était quand même un symbole vivant de l'écologie, si ce n'est médiatique, au moins, enfin, si ce n'est politique, au moins médiatique. Il l'a récupéré et effacé d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs en termes de communication assez extraordinaire. Il l'a bloqué, il a verrouillé. Il a à la fois récupéré et attend Notre-Dame-des-Landes. Voilà, avec Notre-Dame-des-Landes. Mais après, il y a déjà eu quelques fuites dans la presse, il faut essayer de comprendre. Il n'y a plus d'écologie politique. Bon, alors François Hollande l'avait beaucoup aidé, hein. Il avait beaucoup divisé les Verts, et aujourd'hui, il en reste quasiment plus rien, à part Yannick Jadot, mais qui connaît véritablement Yannick Jadot? Donc. Mais sur cette facilité du président Macron à être présent, à s'imposer, à mettre des coups de pied dans les portes, à essayer de rentrer par les fenêtres, c'est pas à un moment donné quelque chose qui va se retourner ou qui peut se retourner contre lui? Il ne peut pas continuer à le faire à vide.
C'est ça la question. Cette invitation pressante, pour utiliser un euphémisme, à Donald Trump à revenir à l'accord climat, il l'avait déjà lancé cet été. Imaginez un camouflet dans les heures qui suivent, signé Donald Trump, qui a d'autres chats à fouetter. Oui, mais même sur le camouflet, il suffit qu'il n'y ait pas de réponse. Et Emmanuel Macron aura l'air de s'agiter dans le vide sur la scène internationale. Avec une partie des Américains qui ne suivent pas Macron. Mais avec un contexte, c'est vrai, qui n'a jamais été aussi favorable à la France. On pourrait dire la même chose du Proche-Orient d'ailleurs. Il y avait vraiment un rôle à occuper. Mais là, il faut passer des ultimatums et de la gesticulation au plan sérieux et aux propositions sérieuses. La gesticulation à vide, on l'a sur tous les plans. On l'a sur l'Europe aussi. On a eu le discours, effectivement, de la Sorbonne, qui en soi était très européiste, très bien, et après il n'y a rien eu derrière qui a suivi. Donc on a sur plein de plans cette forme de gesticulation, et derrière c'est du creux, il n'y a rien qui se passe. Vous ne pouvez pas avoir dans les 2 mois qui suivent, c'est un programme, c'est une vision. Et encore une fois, la réaction, c'est que Merkel a dit noir sur blanc, en répondant à Schulz d'ailleurs, que effectivement elle adhérait totalement à la vision européenne de Macron. Elle est quasi morte, donc Angela Merkel, c'est je voudrais bien, mais je peux point. Pour la voilà, c'est ça. Moi, je pense que votre question, Christophe, c'est que on touche là à un point fondamental de comportement et de structure de personnalité de Macron. Moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, ça n'engage que moi, mais je vais le redire. Je pense que notre président est dans un sentiment de toute puissance qui est dû à son passé, son enfance. Rien ne lui a jamais résisté. Rien ne lui a jamais résisté. Et donc, aujourd'hui, voilà, tant qu'il ne sera pas face à quelque chose, à un échec, peut-être de sa politique, il ne changera pas d'attitude. C'est fondamentalement sa structure de personnalité, cette façon d'être et d'agir. C'est même au-delà de la com, c'est ce qu'il est profondément. La conjoncture on va sur le terrain de la psychanalyse. Non, on va sur le terrain des comportements. Je dis, mais c'est important. On ne peut pas décorréler quelqu'un de son comportement. C'est impossible. Visiblement, c'est ce qu'attendent d'ailleurs beaucoup de ses adversaires, à commencer, on en parlait tout à l'heure, par Laurent Wauquiez. Vous savez, la conjoncture favorable, elle est qu'effectivement, on l'a bien vu, on en parlait encore il y a quelques instants, il n'y a pas vraiment d'opposition en France structurée, capable d'avoir un argumentaire politique contradictoire avec ce que développe Macron. À l'international, on vient de dire ce qu'il en était. La vérité, c'est qu'à un moment donné, il y aura un retour de vérité, pas forcément de bâton, mais de vérité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des résultats, pas forcément dans le mois qui vient à la suite d'un discours, mais concrètement, et en particulier sur le chômage, parce qu'on reviendra inévitablement aux fondamentaux à un moment donné, et le fondamental, ce sera à un moment donné, même si on ne le regarde pas tous les mois, ce sera le chiffre du chômage. Alors, il a pris des précautions. Il a dit 1 an et demi, 2 ans. Oui. Enfin, il y aura deux ans, c'est effectivement, voilà, ça correspond aux européennes. Et l'épreuve de vérité, elle sera à la fois dans les résultats économiques d'ici 1 an et demi et dans l'élection européenne sur le plan politique. Parce que cette posture de toute puissance deviendra insupportable s'il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire ce que les Français aiment aujourd'hui, cette image à l'international, ce côté où on lui laisse sa chance, ou même la droite, une grande partie des électeurs de droite lui laissent sa chance, ça ne tiendra plus si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et vous pensez qu'en termes de com', puisqu'on est aussi là pour en parler, c'est plus de 500 km de bouchons, cette grève des RER A et B, c'est pas à répétition à la SNCF en termes d'image. À un moment donné, est-ce que ça va pas tout simplement, je me mets à la place de celles et ceux, et on en fait partie, qui nous regardent, c'est pas ça aussi qu'attendent les Français, les grands sommets et compagnie? Est-ce que c'est pas aussi se couper d'une réalité que de ne pas intervenir? C'est pas en convoquant un directeur X ou Y de la SNCF qu'on règle des problèmes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème là aussi sur le quotidien des Français? Oui, c'est insupportable. Moi, je trouve pour le quotidien des Français, c'est insupportable ce qui se passe. La semaine dernière, c'est la SNCF, aujourd'hui, c'est la RATP. Enfin, il faut quand même, à un moment donné, considérer qu'on a des citoyens dans ce pays qui travaillent, qui ont besoin d'avoir un quotidien qui est un quotidien réel, ne pas être confrontés systématiquement à des difficultés. C'est le rôle des politiques, quand même, d'améliorer la vie des citoyens. Alors, en parlant d'amélioration, des citoyens, on va parler d'une petite guéguerre dans un instant. Retour sur Info, on va parler de loueurs de sommiers, de matelas et autres appartements. Et oui, puisque la municipalité de Paris, mais pas que, a décidé ou va certainement saisir la justice. En cause, bien évidemment, Airbnb. Le patron, d'ailleurs, de la structure était convoqué à Bercy. On en parlait, le gouvernement. Que fait le gouvernement? Eh bien, 2 ministres, Bruno Le Maire et Darmanin. Première victoire, effectivement, vous allez pouvoir le voir et le lire. Communiqué d'Airbnb hier, ils décident de retirer leur projet de carte de crédit prépayée. Au-delà des actions en justice et autres, que vous inspire cette chasse
là aussi, à ceux qui ne payent pas leurs impôts et qui ne font pas le job et qui en profitent? Sur la partie action en justice, comme souvent avec Anne Hidalgo, c'est de la pure com. En fait, elle leur reproche de ne pas s'être enregistrés. Or, les décrets de la loi qui les obligeaient à le faire ne sont pas passés. Donc il n'y a pas de base juridique à ces poursuites que brandit Anne Hidalgo pour plaire aux Parisiens et leur montrer qu'elle est très attentive aux problèmes d'Airbnb. Sur le reste, évidemment qu'il faut tout simplement que cette entreprise paye les taxes qu'elle doit payer exerçant son activité en France. De ce point de vue-là, tout le monde est d'accord, il n'y a même pas débat. Français, c'en est peut-être un, ça aussi. Ah oui, non, mais là, il est clair qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Le risque, c'est que Paris devienne une ville-musée, comme c'est déjà le cas d'autres villes en Europe. Prenez les villes du Portugal, Porto et Lisbonne. Vous avez un taux de Airbnb qui est énorme et vous avez des quartiers entiers qui étaient des quartiers populaires, je pense à l'Alfama, qui sont en train d'être vidés de leurs habitants, de leur vie populaire, pour être remplacés par... Ça ne touche pas que Paris, bien évidemment, l'ensemble des grandes villes de France notamment. Donc il y a un vrai risque, et c'est l'ensemble de la France. À Nice, c'est le cas, à Marseille, c'est le cas. Donc il y a un risque comme ça de vider finalement de sa population. C'est le rôle du gouvernement de chasser justement sur ces terres-là, Robert Namiès? D'abord, il y a un problème fiscal, effectivement, qu'il faut régler. Ce sera sans doute plus facile à régler que de lutter contre les GAFA et contre Google, à mon avis. Mais au-delà de ça, moi, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il faut effectivement réguler. D'autre part, on n'ira pas contre... même en France, nous sommes en retard par rapport aux États-Unis parce que les modes de vie, si vous voulez, ont radicalement changé. La location... Alors évidemment, je vois bien que l'industrie hôtelière, notamment, peut aussi s'en inquiéter de manière logique et compréhensible. Mais on voit bien quand même que ce mode de vie, ces échanges... Alors il y a les locations, c'est Airbnb, mais les échanges d'appartements, etc. Tout cela, si ça passe pas par Airbnb, ça passera directement par Facebook. Il y a déjà énormément de choses. Et là, je peux vous dire que c'est pas vraiment fiscalisé parce que c'est incontrôlable. Il y a des mouvements, certes, il faut les réguler, il faut les contrôler, notamment pour des questions aussi sanitaires, d'hygiène de toute nature. Et enfin, on n'échappera pas à ce grand mouvement. C'est pas faire jouer la concurrence. L'industrie hôtelière, elle doit trouver une réponse adaptée et pas se retourner vers l'État en lui disant « Papa, État, au secours ». On va se quitter sur « Non à papa, État, au secours ». Et comme le disait Robert Namias, on ne peut pas échapper à ces grands mouvements. Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain, 9h, dans les coulisses de l'info. Et tout de suite, La République LCI, elle avance.